Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Jeanne Patureau, je suis journaliste au Figaro étudiant. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette conférence sur ce à quoi mènent les écoles d'art et de design. Alors pour en discuter durant 45 minutes, je suis accompagnée de Judith Quintel, qui est directrice du site de Quimper de l'École européenne supérieure d'art de Bretagne et qui représente également l'Association nationale des écoles d'art, ANDEA. Je suis également accompagnée de Dominique Siama, qui est directeur de CY, l'école de design, et de Yann Fab, qui est directeur de l'atelier de Sèvres. Alors pour commencer, je vous précise que vous pouvez poser des questions à n'importe quel moment. Vous pouvez simplement lever la main et puis on vous fera passer un micro. Donc je vous invite vraiment à le faire dès que vous le souhaitez pour toutes vos questions. On peut éventuellement commencer par une question assez générale, mais pour y voir plus clair, est-ce que vous pourriez présenter, c'est peut-être un petit peu périlleux, un peu long, mais les écoles d'art et de design, afin que tout le monde y voit clair, les différentes catégories. Oui, bonjour, j'espère qu'il n'y a pas des personnes qui étaient là à la conférence d'avant, parce que j'y étais déjà, et j'ai déjà fait cet exercice. Donc je vais un peu me répéter, mais je suis là pour ça. Donc les écoles supérieures d'art et de design publiques sont au nombre de 45 sur le territoire français, réparties géographiquement de manière assez équilibrée, ce qui permet voilà, aux jeunes gens de choisir à la fois leur région, leur taille d'école, la typologie aussi désirée des types d'enseignement, puisque nous proposons trois options au sein de nos établissements. L'option maîtresse et phare, et qui est la plus demandée, puisque 80% de nos étudiants constituent cette filière, c'est l'option art, évidemment. Mais nous formons aussi les designers de demain. Nous avons une option design et une option communication. Alors, communication, c'est plutôt design graphique. C'est un terme qui a un peu perdu de son sens aujourd'hui. Souvent, l'option communication est quand même très adossée à l'option design. Ça devient du design graphique. Donc, toutes les écoles ne proposent pas les trois options. Certaines ne proposent que l'option art. C'est le cas de la mienne, par exemple. D'autres proposent art et design. D'autres art, design et communication. Enfin, voilà, ça peut être une, deux ou trois options. En revanche, elle prépare toute l'option art. C'est vraiment la colonne vertébrale. Vous trouverez l'option art dans toutes les écoles d'art de France, donc, que vous pouvez retrouver sur le site de l'ANDEA, donc l'Association nationale des écoles d'art, avec une cartographie et puis les spécificités d'enseignement relatives à chacune d'entre elles. Voilà. Et alors, qu'est-ce que vous voulez peut-être compléter ? Oui, parce que ça, c'est des écoles d'art et de design, mais il y a aussi des écoles de design, tout court, puis il y a des écoles d'art, tout court aussi. L'ANDEA regroupe l'ensemble des écoles de design publiques, et encore, mon école, c'est une école de design publique, elle n'est pas dans l'ANDEA, parce qu'elle dépend du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et pas du ministère de la Culture. Mais il y a beaucoup d'écoles de design privées. Voilà, il y en a quand même un certain nombre, comme il y a des écoles d'art privées aussi. Et donc, en fait, vous avez un large éventail d'écoles pour pouvoir soit satisfaire votre envie d'être un artiste, soit satisfaire votre envie d'être un designer. Et c'est pas la même chose, d'accord ? En tout cas pour moi, d'accord ? Un artiste, c'est un artiste, un designer, c'est un designer. Un designer, c'est pas un artiste. Mais en même temps, il y a des écoles d'art et de design parce qu'on forme soit des artistes, soit des designers. Mais il va falloir choisir son camp, parce qu'un artiste n'est pas un designer. Et un designer n'est pas un artiste. Et pour compléter, comme ça c'est bien, parce qu'à trois on complète complètement, là on fait la boucle. Vous avez aussi des écoles d'art qui sont plutôt spécialisées et qui sont sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale, dont les quatre parisiennes, l'ENSAMA, Boulle, Duperré, enfin voilà, donc Duperré qui est juste à côté d'ici. Donc vous avez effectivement un tissu qui est quand même très très élargi, comme on l'a expliqué, entre les écoles sous tutelle du ministère de la Culture, les écoles privées et des écoles qui sont dépendantes de l'enseignement, de l'éducation nationale. Voilà. Est-ce que les anciennes, est-ce que vous pouvez peut-être préciser ce qu'on y apprend dans ces écoles de manière assez brève ? Qu'est-ce qu'on apprend dans ces écoles concrètement ? Est-ce que c'est uniquement de la pratique ? Est-ce que c'est beaucoup de théorique ? Je garde le micro et je le passerai ensuite pour compléter. Alors, c'est des écoles qui, alors pour beaucoup d'entre elles, quand on prend les écoles qui sont sous tutelle du ministère de la Culture, ce sont des écoles qui ont des formations quand même très généralistes, c'est-à-dire qui vous mènent d'ailleurs à un diplôme d'abord qui s'appelle le DNA
au niveau Bac plus 3, donc qui vaut grade de licence, et ensuite le DNSEP qui vaut lui aussi grade de master. Donc ce sont des études qui sont assez généralistes quand on fait le cursus complet. Comme ça a été expliqué précédemment, ce sont des écoles qui sont orientées. Alors quand on parle de art, on est vraiment sur les arts plastiques, donc avec une approche qui est vraiment très centrée sur l'art contemporain, les pratiques artistiques, même très poussées, mais avec toujours cette dimension très généraliste, hein, qui forme au plus haut niveau, c'est-à-dire Bac plus 5 pour la plupart d'entre elles. Vous avez à l'intérieur de ce paysage de l'Andea des écoles plus spécialisées. On parlait de design tout à l'heure. Vous avez l'ENSI notamment, les ateliers, qui est une école qui va aussi former en Bac plus 5, mais qui a une pédagogie très particulière et qui va aussi former des designers avec une dimension très généraliste, très on va dire entre guillemets intellectuelle, bien que ce mot-là ne veuille pas dire grand-chose, mais en tout cas vraiment des gens qui sont capables de porter ensuite des projets complexes et d'œuvrer dans des univers complexes aussi. Donc ça, c'est vraiment une spécificité. Donc vous avez tout ce tissu vraiment d'écoles très généralistes, mais qui forment avec d'un côté au design, de l'autre côté en art, et puis aussi en communication, et plutôt effectivement design graphique. Et puis vous avez des écoles qui sont, je parlais tout à l'heure des écoles sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale, qui sont elles plus spécialisées, notamment dans la mode, dans les métiers, on va dire du bois ou du métal, enfin avec des spécialisations qui sont plus fortes. Alors c'est pas moins intéressant que les écoles plus généralistes, mais elles vont vous permettre de sortir avec une identité qui va être plus resserrée et plus travaillée sur des sujets particuliers, notamment quand on pense à la mode. Effectivement, c'est quand même une industrie un peu à part et avec des types de formations qui sont spécifiques à ces écoles-là, entre autres, mais il y en a d'autres. Voilà. Oui, et puis moi j'aime bien. On m'entend là, oui. J'aime bien prendre des exemples aussi. C'est vrai qu'on a quand même un cursus qui est... On a une phase qu'on appelle de programme. Donc pendant 3 ans, on travaille à la construction d'un univers individuel, que ce soit en design, en communication, design graphique ou en art. À partir de ce grade de licence, on peut décider d'arrêter l'école, de se réorienter, de continuer des études, d'être enseignant en art plastique, de se présenter à des concours, donc niveau licence, hein, c'est tout à fait possible. Et puis la deuxième phase, c'est la phase dite de recherche, qui est effectivement à la fois généraliste, mais quand même très spécialisée, puisque vous travaillez sur un domaine, un médium, quelque chose en particulier, en très grande autonomie, hein, vous n'avez plus de cours. En dehors de séminaires d'études plus théoriques, mais il n'y a plus de cours en deuxième cycle, quasiment. Ce sont vraiment des pédagogies très particulières. Et par exemple, je ne sais pas, Julien Doré, diplômé d'école d'art, Riyad Satouf est diplômé d'école d'art. Le cinéaste qui a fait The Artist, j'ai oublié son nom, est diplômé d'école d'art. Justine Trier aussi. Donc on fournit aussi de la main-d'œuvre, si j'ose dire, au monde de l'industrie. Du cinéma d'animation, de la mode, etc. Mais sur des modalités tout à fait différentes. Mais on n'est pas déconnecté du monde de l'industrie et de la création industrielle, puisque un grand nombre de nos étudiants et de nos étudiantes finissent, si j'ose dire, par s'orienter dans ces secteurs qui sont parfois en pleine expansion, que ce soit la musique, le cinéma, le théâtre, la mode et tout ça. C'est juste pour... dire que tout ça n'est pas aussi tranché dans nos établissements. En fait, la vraie question, c'est de savoir où est-ce que vous voulez aller. Il y a des écoles qui sont spécialisées, il y a des écoles qui sont très très connues pour former dans tel secteur ou dans tel autre. Donc là, on ne peut pas toutes les lister, hein, mais il y en a plein, qu'elles soient privées ou publiques. Et donc, ça aussi, il faut que vous vous posiez la question de vos propres tropismes. C'est-à-dire, vous êtes intéressé par l'automobile, il y a des écoles de design qui sont plus spécialisées dans l'automobile. Vous êtes intéressé par l'architecture intérieure, là aussi, il y a des filières d'architecture intérieure. Vous êtes intéressé par le graphisme, là, pareil, il y a des écoles qui se singularisent par leur expertise dans ces domaines. Donc, vous avez un choix assez grand quand même, hein, qui doit vous permettre de choisir soit entre une approche généraliste, soit une approche plus verticale, c'est-à-dire telle ou telle industrie. Il y a un point important aussi à avoir en tête, c'est qu'il y a un nouvel espace pour les designers, c'est ce qu'on appelle le design de service, le design d'organisation, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à des objets qui ne sont pas forcément des objets physiques, hein,
ou les objets qui ont une structure, quoi qu'ils en aient une, mais qui est relatif à l'organisation, au management, à la prise de décision. Il y a assez peu d'écoles de design qui forment à ça, hein. Il y en a, parce que c'est un enjeu qui est en train de monter puissamment, et toutes les écoles de design s'y intéressent. Et ça veut dire que tout d'un coup, il y a un nouvel espace qui s'ouvre pour les designers, qui est celui de la participation à la prise de décision, qui est la participation au management, à l'organisation, et donc de la mise à niveau, finalement, des designers par rapport aux managers, aux ingénieurs, à ceux à qui on promet, en fait, parce qu'ils sont l'élite de la France, évidemment, d'être à des postes de décision. Eh bien, regardez, il y a des écoles de design qui forment à ça, c'est-à-dire qui ont cette ambition intellectuelle-là, de dire on forme des designers qui sont au niveau des ingénieurs et des managers, ils ne sont pas moins intelligents, ils ne sont pas moins bien dotés, ils ne sont pas moins bien éduqués, moi je dirais même plus, pour participer à ce niveau-là d'action professionnelle, c'est-à-dire de participer à la prise de décision, d'être en position de management, d'être en position de direction de projet. Oui, pour plus soyer dans ce qui vient d'être dit, quand on sort d'une école d'art ou de design, on est en grande capacité à défendre son projet, défendre son point de vue, s'affirmer comme citoyen, s'affirmer comme créateur, s'affirmer comme effectivement designer de service ou designer graphique ou artiste. En tout cas, on devient capable de s'affirmer et de défendre le projet. C'est ce qui fait la force de nos jeunes diplômés. Oui, vous faisiez allusion à la différence entre le design et l'art. J'étais un peu curieux de savoir comment vous voyez les différences. L'artiste, il a quelque chose de particulier à dire, hein, c'est-à-dire qu'il a un discours. C'est-à-dire c'est ce qu'il caractérise, il va signer quelque part à un moment donné. Hein. Un designer, son nom, tout le monde s'en fout. C'est-à-dire que ça ne change rien à la qualité, à la valeur d'usage de ce qu'il produit. Par exemple, moi, je ne connais pas le designer qui a fait cette chaise. Alors, je serais mal assis que je préférais le connaître parce que je lui ferais une tête au carré. D'accord ? Mais en fait, ça n'a pas beaucoup d'importance sur la valeur d'usage. C'est-à-dire que qui vous êtes, au sens votre nom, n'a aucune importance. Votre talent a énormément d'importance, hein, mais qui vous êtes n'a aucune importance. Quand vous êtes un artiste, vous avez quelque chose de particulier à dire au monde. En tant que vous êtes vous, et vous avez quelque chose à dire. Quand Picasso nous parle, ce n'est pas la même chose que quand Soulages nous parle ou quand Banksy nous parle. C'est pas la même chose. Ils ont des choses à nous dire différentes. Et on ne demande pas aux artistes de résoudre les problèmes du monde. Hein. Même s'ils peuvent nourrir notre capacité à résoudre les problèmes du monde, ce n'est pas à eux de le faire. Les designers se donnent comme objectif de contribuer à créer des conditions d'expérience de vie réussie pour tous et chacun maintenant, pas dans 15 ans, hein, maintenant. Et donc, on est dans une approche qui est une approche très pragmatique de résolution de problèmes, qui est collaborative. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des designers, parce qu'avec des designers, ça ne marcherait pas, qui implique tout le monde, mais qui partagent cette culture du design, cette culture du projet. Et c'est ça la différence, c'est qu'un designer, lui, il s'intéresse à ce qui se passe maintenant, à la vie des gens, et à permettre à la fois de l'enrichir, de la rendre plus agréable, ou de réduire les souffrances, les difficultés. Donc on est dans la vie des gens, au sens on va faire en sorte que ça se passe mieux que sans la production des designers. Alors, vous évoquez le fait de faire un choix. Est-ce que ce choix, on doit le faire tôt, on doit le faire vite? Est-ce qu'on doit le faire dès le lycée, dès le moment où on passe les concours? Est-ce qu'on peut s'accorder un délai? Comment est-ce qu'on choisit d'ailleurs? Tout dépend des écoles qu'on choisit, mais dans l'enseignement public supérieur culture que je représente ici, la première année est effectivement généraliste à toutes les options. Donc ça laisse quand même pendant 1 an la possibilité à l'étudiant ou à l'étudiante de se positionner. Je ne cite pas effectivement l'ENSI qui était très particulière. Voilà. Si vous allez à Arles, c'est pour la photo, mais toutes les écoles ont une signature qui est donc quand même qui fait l'objet d'une accréditation très difficile à obtenir auprès du Haut Conseil d'évaluation de l'enseignement supérieur et de la recherche, le HCERS. Voilà. À Lorient, pour parler d'un site que je connais bien à côté du mien, eh bien, c'est le cinéma d'animation précisément qui est la coloration. Chez moi, c'est la question de l'exposition et de la céramique parce que je suis à Quimper et vous connaissez peut-être les bols à oreilles avec votre prénom écrit dessus. C'est à Quimper que c'est fait, donc il y avait une espèce d'histoire comme ça à nourrir. La transition écologique est plutôt traitée à Brest et donc toutes les écoles d'art proposent des diplômes et des spécialités, si j'ose dire, qui sont liées au domaine d'exploration
des artistes, créateurs et designers. Alors moi, je poserai beaucoup moins les choses. Je connais le nom des designers qui travaillent dans nos écoles et je connais leur production. Je pense que c'est très important aussi qu'il y ait cette perméabilité avec la création. Alors après, Quimper, c'est la ville des Bouroulèques, hein, donc forcément, ça marque un peu le territoire aussi. Mais voilà, je voulais juste préciser que quand même, voilà, les artistes vivent aussi dans la société. Certes, ils posent plus de questions qu'ils n'apportent de réponses, mais ils sont souvent très très en avance sur les questions et les questions de société. Et on le voit tous les jours dans nos écoles. On est en avance sur tout un tas de questions, notamment sociétales, d'environnement, de genre, de relecture de l'histoire, d'appropriation culturelle, etc. Et on vit dans le même monde que tout le monde. Donc on vit aussi avec les gens quand on est artiste. Voilà, je voulais juste préciser ça. Est-ce que vous auriez des questions? Oui, bonjour. Moi, j'ai une question pour les gamins qui sont dans les lycées. En fait, quelles sont les spécialités qu'il faut commencer à choisir avant de se diriger vers une école DN-Made, enfin, je ne sais pas comment on les appelle, pour la suite. Et est-ce que, en plus des spécialités, il y a des choses en parallèle artistique, dessin, choses comme ça, qui ont une vraie plus-value pour la suite de tout ça. La partie scolaire et la partie artistique en dehors du scolaire. Mais la réponse, elle dépend complètement des écoles que vous ciblez. Il y a des écoles pour lesquelles la capacité à avoir déjà une pratique artistique, ça va être déterminant, enfin dans la sélection. Hein, et les écoles où ça ne va pas l'être du tout. Et donc, ça dépend. Ça dépend complètement. Si je prends ma propre école où on forme des designers globaux, c'est-à-dire généralistes, systémiques, en fait, peu importe que vous ayez fait de la philo, des maths ou du dessin, c'est plutôt sur votre personnalité que les choses vont se passer, la sélection va se passer. C'est souvent le mien, la personnalité, elle est toujours prise en compte. Hein. Mais il y a parfois des filières, enfin des écoles où on va avoir un niveau d'exigence sur telle ou telle pratique artistique ou créativité qui va être plus grande. Et donc là, ça dépend complètement des écoles. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que d'aller voir les écoles et de leur poser la question, hein, c'est quoi vos critères de sélection? Sur Parcoursup, d'ailleurs, en règle générale, ils sont listés. Donc ça veut dire qu'il y a de l'espoir pour tout le monde. Hein. Mais ça dépend aussi donc du choix de vos choix. C'est-à-dire, si vous voulez être, je sais pas, designer industriel ou designer automobile, ou vous voulez travailler dans le monde de la communication, du graphisme ou du design de service ou de l'interaction, forcément il y a des écoles, on vous l'a dit, qui ont des tropismes comme ça, des sortes d'expertise. Il vaut mieux être armé pour entrer dans ces écoles que pas armé. Puis il y a des écoles où en fait c'est plus généraliste et donc on vous demande d'être une sorte d'honnête homme et d'honnête femme suffisamment doté intellectuellement, culturellement pour vous rentrer puis grandir. Parce que en fait, de toute manière, quand on rentre dans une école, on sait rien. Quand on sort, pas grand-chose de plus, hein, pour dire la vérité. Hein. Oui, puis effectivement, entre ceux qui ont fait une classe préparatoire et les autres, il n'y a pas le même degré de maturité. Dans les écoles supérieures d'art public, qui sont aussi sur Parcoursup, il n'y a pas de critères liés à la scolarité, par exemple. Hein. Donc, tous les bacs sont acceptés, même les gens qui n'ont pas le bac, il y a des possibilités de dérogation. Donc, on n'est pas du tout sur des critères de sélection scolaire. C'est effectivement ce que vous dites, une personnalité, une envie, une motivation, la certitude qu'ils viennent frapper à la bonne porte, que c'est vraiment ça qu'ils ont envie de faire, et histoire de ne pas perdre un an, même si tout ça n'est pas très grave quand on sort du bac, a priori, mais voilà. Donc c'est vraiment, je pense, l'idée de la motivation et de la personnalité qui sont les deux critères principaux pour faire ces études, qui sont très exigeantes, qui demandent beaucoup de travail. On est artiste ou créateur 24 heures sur 24, c'est pas de 9h à midi, de 14h à 18h. Hein, on ne suit pas des cours de français, puis on sort, etc. Non, on réfléchit tout le temps. Voilà, donc ça demande beaucoup d'engagement, c'est très exigeant, et beaucoup d'autonomie aussi très tôt. Donc ça dépend vraiment des personnes. Des envies. Yann Fab, je me permets de vous poser la question. Quel type d'élèves vous voyez arriver? Est-ce que ce sont des premiers de classe, Premier de classe, non, pas spécialement. Il y en a, mais pas plus qu'ailleurs, pas moins, je pense. Non, ce sont des populations qui sont très hétérogènes par nature, qui proviennent de filières très différentes aussi, de filières scientifiques, filières littéraires, de bac pro, on a vraiment de tout.
Alors, étant entendu que nous, à l'atelier de Sèvres, on reçoit des populations plutôt post-bac qui désirent faire une année de prépa pour pouvoir entrer ensuite dans des écoles d'art. Alors d'ailleurs qu'elles soient d'ailleurs nationales, enfin ou territoriales, hein, comme le réseau le permet, mais ou aussi des écoles étrangères. Ça commence à prendre un peu. C'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui veulent aller en Hollande, à Amsterdam, Rotterdam, à Eindhoven ou en Angleterre. Enfin voilà. Donc on prépare aussi ces étudiants à passer les concours parce que dans ces pays-là, c'est aussi des concours assez particuliers, différents. Voilà. Et alors. Par contre, il faut avoir quelque chose en tête, c'est que faire une prépa, c'est pas du tout une obligation. D'ailleurs, il faut savoir qu'à peu près les écoles publiques prennent à peu près la moitié des étudiants qui sortent directement du bac ou d'autres parcours. Et puis, il y a une autre moitié, enfin à peu près globalement, qui sort de différentes prépas. Donc la prépa n'est pas du tout une obligation, bien au contraire. Et même, moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut pousser ces enfants à aller au-devant des écoles. Et puis, si le choix est à peu près clair, il faut foncer, il faut y aller. Hein. Alors, c'est vrai que nous, on a des étudiants aussi, beaucoup d'étudiants qui n'ont pas qui sont encore un peu dans l'expectative. Ça, qui tâtonnent un peu. Et pour eux, une année de prépa, c'est important parce que ça leur permet de se positionner, de découvrir des disciplines différentes et du coup de suivre après une trajectoire. Mais vous avez pas mal aussi d'étudiants post-bac qui sont très, très déterminés, on va dire, et qui avancent. Et puis aussi, il faut l'accepter, c'est que le choix d'une école, des fois, il peut être un peu, non pas hasardeux, mais en tout cas... voilà, c'est un peu aléatoire. Et après, le parcours, c'est autre chose. C'est qu'une fois qu'on est rentré dans une école d'art, soit on s'y plaît et on développe un certain nombre de compétences, d'envie et ça se passe très bien, soit c'est un peu plus compliqué, mais c'est pas grave. Je veux dire, les réorientations sont possibles, les changements sont possibles. L'important est de trouver sa voie. Et c'est vrai que ces années post-bac, c'est très rapidement, 1 an, 2 ans, les années où on va se positionner, se déterminer. Et il faut laisser ce temps de maturation aussi, c'est important, pour que chacun puisse trouver sa voie, à condition quand même, au préalable, d'avoir vraiment un panorama et d'avoir quand même regardé l'ensemble des écoles, des propositions. Et c'est pour ça qu'il faut faire les JPO, il faut aller voir les écoles, il faut se déplacer. C'est très important parce que ça donne aussi ça donne une ambiance. Alors, par exemple, si vous allez à Eindhoven, si vous voulez faire du design, et si vous allez à Eindhoven, le spectre dont tu parlais tout à l'heure, c'est pas du tout le même que chez vous ou que chez Strat ou ça beaucoup plus arty à Eindhoven et tout ça, et on le voit, qu'au travers des gens des portes ouvertes, on voit très bien quelle est la typologie de l'école. Et ça, c'est important parce que et puis l'environnement aussi, hein, bien évidemment, les équipements, enfin un ensemble de choses. Donc voilà, c'est un peu le message qu'il faut, je crois, faire passer pour la direction individuelle. Oui, c'est vraiment tout à fait juste. La question du contexte, elle est évidemment très importante, que ce soit la ville d'Amsterdam, Nantes pour Nantes Design Atlantique. Enfin, vraiment, il y a des contextes qui sont très importants. À Saint-Étienne, il y a une cité d'art il y a une cité internationale du design, une biennale du design, etc. Donc, c'est aussi un environnement qui est particulier et qui n'est pas le même qu'une autre école. Là, je reviens du Havre, qui a aussi une option design et qui ne propose pas les mêmes angles d'approche du design. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ? Lorsqu'on intègre une de ces écoles, est-ce que des passerelles sont possibles ? C'est le cas dans des formations plus classiques, je pense notamment même à des Sciences Po, des choses comme ça. On peut passer d'un Sciences Po à un autre. Est-ce que le système est le même ou alors vraiment pas du tout ? Les bonnes écoles, en général, elles s'inscrivent dans le système européen des crédits. Donc, on a des crédits chaque année, 60 normalement. Donc, ça, c'est un moyen de passer d'une école à une autre. On sait très bien qu'il y a des étudiants qui commencent dans une école et qui continuent dans une autre, parce qu'avec des modes d'accueil qui peuvent être différents, il y a des concours. Souvent, il y a des gens qui font une année dans une école et puis rentrent dans une deuxième année dans une autre école et ils passent par un concours. On va tester leur capacité à être, disons, d'atteindre les attentes d'une deuxième année dans l'école pour laquelle ils candidatent. Ça peut être différent, ça peut être du niveau de dessin, ça peut être d'autres critères. Et donc oui, il y a évidemment la possibilité de le faire. Moi, je pense que c'est assez marginal. En fait, c'est assez rare que les gens se baladent d'une école à une autre comme ça. Peut-être après 3 ans, quand il y a une sortie à 3 ans, typiquement.
typiquement, quand on a un niveau licence, on peut se poser la question d'aller ailleurs, soit de continuer dans la filière design ou artistique, soit aller ailleurs. Puis il y a des filières où il n'y a pas de sortie à 3 ans. L'ENSI, il n'y a pas de sortie à 3 ans. À Strat, il n'y a pas de sortie à 3 ans. À CY École de Design, il n'y a pas de sortie à 3 ans non plus. En règle générale, on continue, sauf à se faire éjecter de l'école, ce qui arrive quand on n'est pas au niveau. Donc, voilà, ce qui se passe dans les écoles de design, c'est ce qui se passe dans les écoles de manière générale. Les crédits européens, ça permet le passage d'une école à une autre. Et puis après, il y a une forme de, oui, peut-être de passage Bac+3, Bac+5. Oui, c'est pareil donc dans les écoles de la filière art, art et design et communication, design graphique, on a ce qu'on appelle des commissions d'équivalence. Donc c'est exactement, voilà, moi j'en ai passé pour faire de la philo. C'est exactement comme à l'université, on a voilà, la possibilité de déposer un dossier pour demander à rentrer par équivalence en cours de cursus, tout au long du cursus. On a beaucoup de mobilité sortante effectivement à l'issue de la licence, des 3 ans, quoique depuis le Covid, tout le monde reste de plus en plus dans les écoles. En tout cas, c'est une tendance que je perçois dans mon propre établissement. Nous, on est une école multisite, Rennes, Brest, Lorient, Quimper et Rennes. Et donc, les mobilités intersites sont beaucoup plus facilitées, évidemment. Donc, il y a des possibilités comme ça. Ça tient en général compte du taux d'encadrement et puis du nombre de places disponibles. C'est pas forcément hyper sélectif. Et c'est surtout très intéressant, enfin en tout cas pour l'établissement que je connais le mieux, c'est-à-dire le mien, pour accueillir aussi les étudiants d'origine étrangère qui sont quand même les plus... c'est souvent eux qui demandent à rentrer en cours de cursus à partir de la 2e année. Et c'est vraiment une plus-value pour l'école d'accueillir des étudiants et des étudiantes d'autres écoles, alors, nationales, françaises bien sûr, mais aussi étrangères. Donc nous, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup et qu'on essaye de faire au maximum dans notre réseau. Un mot sur l'insertion professionnelle, puisque c'est même l'objet de la conférence sur l'avenir des diplômés. La première question sur l'expérience professionnelle lorsqu'on est étudiant. Est-ce que, comme d'autres formations, des stages sont imposés? Alors, est-ce que j'imagine que c'est plus compliqué, mais est-ce qu'on peut même faire une alternance quand on est dans ce type d'école? Alors, toutes les écoles de design, d'art et de design en particulier, sont des écoles professionnalisantes par définition. Donc, elles se donnent des moyens divers et variés pour assurer cette professionnalisation. Il y a toujours des stages. Il y a souvent aussi, même si comme des passages à l'international, ça contribue à la professionnalisation, largement, parce que c'est comme l'ouverture à d'autres cultures, à d'autres modes de communication. Les enseignants sont souvent des professionnels, donc c'est aussi un gage de professionnalisation. Et puis il y a quelque chose qui est très important dans les écoles d'art et de design, c'est la pédagogie par projet. Et quand vous faites la pédagogie par projet, que souvent ces projets sont faits avec des partenaires, des industriels, des associations, des services publics, vous êtes aussi confronté à des situations de professionnalisation parce que vous allez répondre à des enjeux qui sont des enjeux posés par des acteurs, on va dire, du marché, enfin de la société en tout cas. Donc ça contribue à la professionnalisation. Ensuite, il y a les stages, évidemment, stages ouvriers, stages design et les alternances. Toutes les écoles de design ne font pas de l'alternance. Il y en a. Nantes fait des alternances, à ma connaissance. Nous, on fait des alternances aussi en 4e année, en 5e année. Et c'est aussi un gage, effectivement, de professionnalisation. Mais je pense que le stage est à l'œuvre dans toutes les formations d'art et de design en France. Oui, je ne vais pas répéter ce qui vient d'être dit, je vais juste compléter. Les stages sont obligatoires, ça fait partie d'un attendu des objectifs d'accréditation de nos diplômes. Ils sont réalisés en général entre la 3e et la 4e année. Ce qui vient d'être dit est tout à fait juste sur les professionnels de l'établissement, etc. Donc ça, je ne vais pas... Les partenaires divers et variés. Peut-être sur la question de l'insertion professionnelle dans la filière strictement art, où, je vous disais, on forme plus à une expérience qu'à un métier. On organise dans nos écoles un accompagnement très spécifique dès la première année. Tous nos étudiants sortent avec un numéro de SIRET. Voilà, c'est un peu le but ultime. Mais aussi, ils savent faire un dossier, répondre à des appels à projets, se confronter à des échelles à des projets à l'échelle 1. Donc, comme en design, mais en art, c'est aussi pareil.
Donc on les accompagne vraiment tout au long du cursus, principalement en année diplômante, en 3e et en 5e année, mais ça commence dès la première année. Et on les accompagne aussi, en général, la première année avec des dispositifs supplémentaires, la première année après le cursus, sur, pareil, des appels à projets, des lettres de recommandation, des accompagnements, j'ai envie de dire, plus spécifiques. Donc il y a un accompagnement professionnel, je dirais, qui n'est pas le même en design et en art, puisqu'on ne répond pas de la même façon à des appels à projets pour une résidence en art et pour un projet de design ou d'architecture d'intérieur, c'est évident. Mais cette dimension de professionnalisation, elle est prise en compte tout au long du cursus, aux côtés des matières, j'ai envie de dire, organiques d'enseignement qui sont liées donc, aux disciplines ou aux options. Juste parce qu'en fait, effectivement, on s'attend moins à voir des parcours, en alternance dans les options art des écoles d'art, parce que la finalité n'est pas tout à fait la même, il y a quand même un petit décalage. Néanmoins, il faut noter qu'il y a, par exemple, l'École des Beaux-Arts de Nantes propose, c'est tout nouveau, mais propose de l'alternance en 4e, 5e année, je crois, et ça marche très très bien. En tout cas, c'est en train de se développer. Donc je pense qu'il y a peut-être d'autres écoles qui vont aller sur ce terrain-là, mais c'est assez à la marge encore, quand même. Oui, c'est une injonction du ministère, donc on va tous devoir s'y coller, si j'ose dire. Et donc nous aussi, on va mettre ça en œuvre à partir de l'année prochaine à Lorient. C'est Nantes qui l'a mis en œuvre pour la première fois en début d'année. J'ai vu ma collègue directrice de Nantes hier, nous en avons longuement discuté. C'est très intéressant puisque ça permet à des étudiants et des étudiantes désargentés notamment, ou qui sont dans des difficultés aussi économiques, de pouvoir à la fois suivre un cursus professionnalisant pour toutes les raisons qu'on a dites juste avant, tout en étant rémunéré. Donc c'est une formule qui commence à se structurer dans nos écoles et qui est très intéressante à explorer. Voilà, je ne peux pas en dire plus puisqu'on ne l'a pas encore mis en place. Nous, c'est pour l'année prochaine à Lorient, si tout va bien, en cinéma et d'animation. Toujours sur l'insertion professionnelle, est-ce que vous auriez des chiffres éventuels, même si rien n'est figé, des chiffres sur l'insertion de vos diplômés? Et puis peut-être on pourrait peut-être faire un paysage un petit peu des secteurs dans lesquels ils évoluent. J'imagine qu'il y a des grandes dominantes, enfin des grands secteurs dans lesquels aujourd'hui ces étudiants diplômés travaillent. Moi, mon école, elle est toute jeune, donc elle a été créée il y a 2 ans, donc on a des premiers diplômés qui sortent cette année, parce qu'il y a des entrées parallèles. Mais moi, je voudrais vous répondre en faisant pas de côté. C'est-à-dire que le monde a besoin de design comme jamais, vraiment. Parce que on est confronté, vous avez remarqué, ça se passe pas très très bien quand même globalement, le réchauffement climatique, la biodiversité, tout ça, c'est pas que ça se passe très très bien. Les crises démocratiques aussi, les injustices sociales, enfin bref, le monde va pas très très bien. Et le design, ça sert aussi à soigner le monde. Alors ça, c'est une raison presque philosophique, voire politique, pour dire que le monde a besoin de design, mais il se trouve que le monde du design est en extension, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui ont besoin de designers, des entreprises qui n'employaient pas des designers, et entre autres, toutes les entreprises de services. C'est-à-dire que la banque, la finance, les assurances, Air Liquide, la Maïf, AXA, tout ça, c'est des gens qui embauchent des designers, de plus en plus. L'État, la direction interministérielle de transformation publique, les collectivités embauchent des designers de plus en plus. Donc il y a une extension du domaine du design. Donc c'est pas que les écoles de design forment des designers qui vont se partager un gâteau, qui est connu, c'est que le gâteau, il grandit. Il grandit tout le temps. On réindustrialise la France, on va avoir besoin de design industriel. Plus que jamais, parce que le design était parti en Chine. Il revient. Il va falloir former des designers industriels. Donc ça, c'est des raisons d'espérer, plus que d'espérer, de croire, d'investir dans le design. Voilà, si vous êtes bien formé, vous trouverez du travail. Et quand vous regardez, alors moi, j'ai dirigé une école avant, l'école que je dirige aujourd'hui, qui s'appelle Strat, école de design. Pour Strat, école de design, voilà, au bout d'un an et demi, il y avait 90% des étudiants qui étaient au travail, voilà, quelle que soit la filière. Effectivement, vous avez un titre RNCP, c'est un moyen de savoir si vous vous professionnalisez ou pas. Donc, il faut regarder ça aussi. C'est-à-dire que ce qui va caractériser, c'est ça. Puis ensuite, il faut s'informer auprès des écoles pour savoir la manière dont les statistiques de placement de leurs étudiants. Oui, alors en école d'art, c'est beaucoup plus difficile d'expliquer puisque, comme je vous le disais,
normalement, on peut tout faire quand on sort d'une école d'art. On peut absolument tout faire. Donc, c'est la grande force des écoles d'art et de design. On a néanmoins eu une enquête, mais qui était un peu vieille, je le disais précédemment, puisqu'elle date de 2015, qui nous disait que 80% de nos étudiants étaient insérés professionnellement dans les 3 ans suivant leur diplôme, principalement dans la filière culturelle, mais pas que, puisque être artiste, c'est aussi avoir des petits boulots pour acheter sa liberté d'artiste. Et voilà, ma fille a fait une école d'art, elle travaille dans une boutique de mode pendant 5 mois, et puis après, elle a plein de sous, et elle part en résidence à l'étranger pour faire une exposition, un projet d'exposition. Donc il y a de la précarité subie, de la précarité choisie, bien sûr. Je pense que ça ne concerne pas que la filière artistique et de design, malheureusement. Mais en tout cas, un taux d'employabilité qui est extrêmement satisfaisant, extrêmement gratifiant, et qui est effectivement corrélé par ce qu'on appelle le répertoire national des compétences, et les RNCP. On fait aussi ce qu'on appelle des suppléments au diplôme, et on essaye de valoriser toutes les expériences qui sont acquises pendant le cursus, dans l'école et en dehors du cursus. Ça nous est demandé aussi. Donc effectivement, quand on crée une association, on dépose des statuts en préfecture, on acquiert une expérience, on doit faire des liasses, remplir des formulaires, des machins. Donc on essaye de les accompagner tout au long de leur cursus, à valoriser l'ensemble des compétences qu'ils ont acquises au sein du cursus, mais aussi à l'extérieur du cursus. Et on a un beau taux d'insertion pour le moment, mais je n'ai pas d'enquête récente, nationale, je veux dire. Pour mon établissement, j'en ai, mais pas nationale. Est-ce qu'il y aurait des questions? Ça peut être sur l'instant. Je vous en prie. Oui, bonjour, j'ai compris qu'il y avait des designers dans beaucoup de secteurs d'activité, mais aujourd'hui, est-ce qu'on a des statistiques sur effectivement l'activité qui emploie le plus de designers? Le secteur d'activité. Le design d'animation, les personnes qui dessinent les petits bonhommes à la chaîne pendant des heures à $1 de l'heure. Alors pour vous répondre à votre question, on a un petit problème en France. Je vais vous expliquer. Il y a une association européenne qui s'appelle le BEDA, Bureau of European Design Association, donc qui regroupe l'ensemble d'acteurs qui sont soit dans la promotion, soit dans la défense, soit dans la communication autour du design. Et chaque 2 ans, je crois, ils publient des chiffres. Bon. En Angleterre, le nombre de designers répertoriés, c'est 1,5 million de designers. En France, c'est 28 000. Donc il y a un problème, c'est qu'on ne compte pas la même chose, mais pas du tout la même chose. Donc c'est très difficile de répondre à votre question, parce que est-ce qu'un web designer, c'est un designer? Alors oui, moi je pense que c'est un designer, hein. Mais il y a plein de métiers qui ne sont pas comptabilisés. Par exemple, dans les chiffres français, ils ne comptent pas les designers qui sont chez Renault, qui sont chez PSA, qui sont chez Seb, etc. Ils ne les voient pas, ils sont invisibles. On ne compte que les créateurs. Alors forcément, il y en a moins, hein, parce qu'il y aurait 1,5 million de créateurs en France. Moi, je me réjouirais, hein, parce que ça veut dire qu'ils ont du boulot, mais ce n'est pas le cas. Donc, c'est très difficile de répondre à votre question, parce qu'on ne fait pas cette mesure. Alors, il y a des associations professionnelles qui mesurent le nombre de designers graphiques, le nombre de designers intégrés, etc. Mais il n'y a pas de consolidation de ces chiffres en France, malheureusement. Voilà. Donc la seule chose sur laquelle vous pouvez vous accrocher, c'est le taux de placement des étudiants quand ils sortent des écoles. Oui, puis la question des filières, en plus, est en perpétuelle évolution. Il faut que ça s'interconnecte. Il y a des marchés, évidemment, qui se développent, d'autres qui stagnent. Enfin, voilà. C'est évidemment très mouvant. Mais voilà, la création, effectivement, s'immisce partout, même dans les usines. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va terminer la conférence. Je vous remercie énormément. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir répondu à nos questions. Bonne fin de journée. Au revoir.